We have the program ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final. To the International Space Station. Bonjour à toutes et à tous. Alors je me présente, je m'appelle Jean-Louis Agneau, donc je suis le responsable de la revue Lumière dans la nuit, LDLN. Donc l'organisateur du FestOVNI. Alors derrière vous, là-bas, au niveau de l'appareil photo, vous avez Janine qui est la co-organisatrice de l'événement. Et pour la petite histoire, il faut savoir que c'est Janine, il y a 2 ans, qui a eu l'idée de mettre en place ce FestOVNI. Elle m'a un peu traîné là-dedans, mais c'est pas grave. Attends, c'est trop tard. Donc, je vais laisser la parole parce qu'on souhaite que ce soit Maxence qui gère en fin de compte tout le FestOVNI, parce que nous on veut se mettre en retrait, on ne veut pas se mettre en avant, et que Maxence a l'habitude de gérer ce genre de choses, voilà. Et nous ça nous permet après comme ça de gérer les petits problèmes techniques ou les petits problèmes qui est autour. Donc si vous avez un souci, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc il y a les 3 jeunes filles là, qui étaient à l'entrée, donc si vous avez un souci vous pouvez voir avec elles. Moi aussi j'ai le petit t-shirt bleu. Et Janie a aussi un t-shirt bleu comme ça. Voilà. Donc si vous avez un problème, vous pouvez nous voir. Okay, donc je vous rappelle qu'il y a un bar et qu'on a tout ce qu'il faut au bar. Et que pour midi, il y aura Nini qui vient et qui fera des crêpes salées, crêpes sucrées, forcément. Et il y aura aussi des sandwichs, il y aura plein de choses. Voilà. Bon, je te laisse la parole, Maxence. Merci Jean-Louis. Allô, allô. Ouais, c'est bon. Merci Jean-Louis. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là à cette seconde édition du FestOVNI, qui était déjà là l'an passé. Ah, très bien, on est à 50-50 à peu près, entre les nouveaux et les anciens. Donc, super. Donc, ben oui, je me retrouve à être votre interlocuteur principal pendant les conférences, et puis notamment durant les temps de questions-réponses qu'il y aura, soit durant les conférences, soit en fin de conférence. Ce que je vous demande juste, quand vous prendrez la parole pour poser une question, c'est de rester bref, c'est-à-dire à peu près 1 minute pour poser votre question, ce qui permet qu'il y ait beaucoup plus de questions et donc beaucoup plus de réponses. On va éviter comme ça des tunnels qui durent 3, 4, 5 minutes, sinon on ne va jamais s'en sortir. Alors, eh bien, on va faire court un peu dans l'introduction, puisqu'on a pris quelques minutes pour finir d'installer tout ce qui était technique et matos. On va débuter avec Gilles Durand, du SAU. Alors, qui connaît Gilles ou qui connaît le SAU? Allez-y. Ah, très bien, là aussi, on est aussi à peu près à 50-50. Alors, les membres du SAU, mis à part. Et alors, il y a Jean-Louis qui me fait des signes que je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ah oui, très bien. Donc, Jean-Louis insiste sur une chose qui est pertinente. S'il vous plaît, éteignez vos téléphones, ou en tout cas, mettez-les en mode avion, ce qui éviterait qu'on ait des sonnettes ou des trucs qui vont faire du bruit pendant les conférences. Simplement par respect pour les conférenciers, puis aussi pour vous qui êtes dans la salle et qui essayez d'entendre quelque chose. Donc, Gilles, j'ai eu la chance de le rencontrer, c'est au repas ufologique de Paris, puis on s'est vu l'an dernier, puisqu'on était hébergés au même endroit, ici, au FestOVNI, et ce qui fait que on a pu sympathiser, on a pu mieux se connaître, et puis j'ai découvert qu'en fait, c'est ce qu'il explique en fait dans sa bio,
c'est qu'en fait, Gilles a commencé à... Il est ufologue français actif depuis 1969. Donc en gros, on est sur une mémoire sur pattes, une mémoire ambulante, une mémoire vivante. Et c'était au lycée, hein, je crois que tu as fait ton premier exposé sur les questions d'ufologie. Au collège, voilà, au collège, durant un exposé au collège, qu'il a fait ses premières présentations publiques sur la question des ovnis. Donc vous voyez, il y a beaucoup de mémoire et beaucoup d'expérience à partager. Et donc, il est aussi, il a été impliqué bien sûr dans beaucoup d'associations ufologiques entre les années 70 et puis 80, lorsqu'il était jeune et sémillant. Et puis avec les années 90, c'est le moment où il y a le SSO qui se crée. Donc le SSO, tu peux rappeler le sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques. Bah, je t'en prie, c'est marqué dessus. Oui, oui. Donc je me suis permis de lire ce qui était marqué, mais j'ai pas fait de contresens, donc tant mieux. Oui. Et donc tu vas nous présenter ce matin la fabuleuse histoire de l'ufologie française. Oui, j'étais un peu optimiste, j'avais pensé au départ la faire jusqu'à nos jours, mais quand j'ai vu le boulot que ça représentait, je me suis limité aux pionniers, donc dans les débuts des années 60. Quoi. D'accord. Donc alors c'est marqué partie 1, donc ça veut dire qu'il y en aura une suivante, une deuxième, peut-être une troisième. Je ne sais pas en combien de parties je vais le partager ça, je ne sais pas. Encore. Alors, juste un dernier mot avant que Gilles commence sa présentation et cette plongée dans les grandes archives de l'ufologie française, c'est qu'on a donc une salle là-bas qui sera ouverte lors des pauses ou lors des temps de partage, où il y a aussi un stand du SSO, où on est en tout cas plusieurs à présenter nos ouvrages et à présenter nos stocks d'ouvrages. Il y a notamment OVNI Livre aussi qui est présent. Il y a un stand du MUFON, il y a évidemment un stand Lumière dans la nuit. Je suis également présent avec mon livre le Printemps des ovnis, et puis aussi des exemplaires de la revue Orbs, pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas, notamment le numéro spécial Contact qu'on avait publié il y a quelques années. Et ce qui fait qu'il y a aussi un stand du SSO, où vous pouvez comme ça continuer à discuter avec les membres du SSO. Il y a plusieurs membres du SSO dans la salle. Est-ce que les membres du SSO peuvent lever la main ? Voilà, super. Donc voilà, donc il y a plusieurs personnes du SSO avec qui vous pouvez discuter. Moi en tout cas, à titre personnel, en tant que journaliste sur ce sujet-là, c'est absolument génial qu'on ait une association comme ça en France, quand bien même évidemment, comme c'est une association, c'est-à-dire c'est bénévole, c'est privé, et donc ça repose sur le soutien du collectif aussi pour y parvenir et pour tenir son rang, sa mission, puisque ça fait 75 ans qu'on est dans une ufologie dite moderne, et ce qui fait que il y a des passages de témoins, il y a des passages de relais, il y a des départs, il y a des arrivées, et c'est tous ensemble qu'on peut justement y arriver. Gilles, à toi. Merci. Merci de ta présentation. Oui, comme tu dis, il y a des départs, il y a beaucoup de départs, et c'est ce qui fait que le SSO existe. Parce que les départs, ce sont les décès des gens, les gens qui essaient de s'intéresser au phénomène OVNI. Et nous, au SSO, on essaye de sauvegarder tout ça, ce qui n'est pas une mince affaire, je vous l'assure. La dernière grosse sauvegarde, c'est celle des archives de Gildas Bourdet, qui est décédé maintenant il y a un an, enfin plus d'un an. Voilà, c'est énorme. On a un manque de place maintenant, pas simplement à cause de ça, mais à cause de gros fonds d'archives qu'on a sauvegardés, comme SOS OVNI par exemple. C'est absolument faramineux. SOS OVNI, c'est 99 cartons d'archives. Vous voyez, c'est à peu près 100 000 documents, enfin, c'est dément. Donc moi, je vais vous présenter maintenant les débuts de l'ufologie française, en fait, hein, à travers les associations, c'est-à-dire les premières associations, parce que c'est vraiment le début. Vous allez comprendre, en fait, assez vite que il n'y avait pas trop de monde au début, et que tout le monde, à chaque fois qu'il y avait une association qui se créait, il y avait des migrations d'une association à l'autre. Voilà. Donc, je vais peut-être un peu lire ce que j'ai écrit, ça serait pas mal. Donc, on dit souvent que, effectivement, ce qui se passe aux USA met 10 ans pour traverser l'Atlantique. Alors, mais ça n'a pas du tout été le cas avec les ovnis, parce que quelques jours après l'observation de Kenneth Arnold, il y avait déjà des articles de presse dans la presse mondiale, et française en particulier. Donc, même sur Roswell, on a eu des articles, vous allez voir ça après. Et les premières observations françaises ont été publiées dans la presse dès juillet 1947. Alors, bon, c'est vrai que ce qui aurait pu être juste un phénomène sans lendemain, hein, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'aurait pas pris au sérieux, ça a quand même suscité l'intérêt parce qu'on était au début de la guerre froide. Donc, en 1948, le rideau de fer tombe sur l'Europe de l'Est.
Et donc les Américains ont créé dès 1945, ils savaient que ça allait peut-être pas bien se passer, des régiments spécialisés dans l'US Air Force, la Navy et l'US Army, pour observer avec divers moyens les activités des soviétiques. Alors, comme je dis, l'hypothèse russe, elle a été émise très vite, mais dès l'observation de Kenneth Arnold, il y a un article qui existe où on se pose la question de savoir si ce ne sont pas des Martiens qui sont à l'origine de la première observation. Voilà. Donc voilà, vous voyez, là vous avez l'Aurore, donc 9 juillet 47, l'Aurore, une soucoupe volante atterrit dans une cour, ouais. C'est ça, d'une ferme au Nouveau-Mexique, en fait c'est Roswell. Voilà. Et on voit que ça intéresse vraiment déjà des scientifiques. Voilà, on est aussi le 17 juillet au 12 juillet dans la revue hebdomadaire Les Ailes, une revue normalement d'aviation. Vous avez donc un article de quelqu'un qui se fait appeler Wing, elle en anglais, hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc il fait un article sur les soucoupes volantes, déjà on est juste en juillet 47, un article de fond. Voilà. Alors tout ça, c'est vous voyez, une soucoupe tombe entre les mains des Américains, donc c'est encore Roswell. Alors, vous avez une soucoupe volante dans le ciel du Mans, vous avez, là-haut c'est toujours les soucoupes, on est en août 47, c'est une observation près de Barcelonnette. Et puis en bas à droite, vous avez l'article du Parisien libéré, tout ça c'est extrait du Parisien libéré. Donc les soucoupes volantes réapparaissent, en fait c'est l'affaire Mantle. Alors voilà, donc les pionniers de l'ufologie française. Alors donc il y a des gens qui se sont vraiment penchés sur le phénomène dès 1947. Là il y a Henri Chaloupec, qui est décédé en 2012, et il a écrit une monographie qui s'appelle « Les débuts d'ufologie en France », où il raconte comment il s'est intéressé au phénomène OVNI. C'est-à-dire qu'en fait, il est d'origine tchèque, il était en Bohème dans sa famille, et il ouvre un journal tchèque, et dedans, il y a un article sur Kenneth Arnold. Il me dit, tiens, c'est bizarre, et tout, et puis, voilà, et du jour au lendemain, intrigué par ce qu'il avait lu, il n'a jamais arrêté de s'intéresser aux ovnis après. Donc ça a été d'ailleurs mon mentor en ufologie avec François Coutaine, pour ceux qui l'ont connu, qui lui est décédé en 98. Ces deux personnes m'ont introduit dans le milieu ufologique. En douceur, ils t'ont introduit en douceur. Tu peux sortir s'il te plaît? T'es viré. Je suis désolé. Pardon. Donc voilà, il y a plein de gens qui se sont intéressés au phénomène OVNI dès l'origine, mais qui étaient déjà des gens qui avaient un certain âge. Et c'est ce qui fait que, comme je dis, il y a de nombreuses personnes anonymes qui ont eu à cœur de percer le mystère, sans léguer leur nom à la postérité. Et qu'on trouve des documents, on ne sait pas qui les a faits. Hein, vous allez voir plus loin. Donc il y a une dame, là, vous avez une très mauvaise photo. Je suis désolé, mais les photos sont de très mauvaise qualité, parce que ce sont souvent des reproductions de photos qui elles-mêmes n'étaient pas de bonne qualité. Alors vous comprenez bien que ça ne peut pas donner du bon travail, hein, c'est évident. Donc à gauche, vous avez donc Yvonne de Saint-Aubin, qui a été la secrétaire de l'association Ouranos. Donc elle a travaillé avec Marc Thirouin jusqu'à la fin d'Ouranos, jusqu'en 72 en fait, jusqu'au décès de Marc Thirouin. Donc elle était née, si je ne m'abuse, elle était née en 1901. Voilà. Lui, Thirouin était né en 11. Voilà, donc, et en fait, Jimmy Dieu, que tout le monde doit connaître ici, ou la plupart d'entre vous le connaissent, lui, il ne s'est intéressé aux ovnis qu'en 51 avec la création d'Ouranos. Donc il a rencontré Marc Thirouin dans une réunion, et donc il est devenu le directeur des enquêtes d'Ouranos en 51. Donc voilà, donc... alors, depuis toujours, on me disait, oui, la première association en France, c'est Ouranos. Et puis il s'avère que c'est pas du tout ça. Ouranos a été créé en 51, et en 1949, M. Jacques Bacquard, que vous avez en bas à droite sur la photo, accompagné de Jimmy Lieu, justement, en 49, à Grenoble, ils fondent une association qui a un acronyme assez bizarre, CRS, pour Centre de Recherche Scientifique.
En fait, il s'est entouré d'ingénieurs, de techniciens, de tout type de connaissances scientifiques. Et il a commencé tout seul avec ses partenaires à s'intéresser, à faire des enquêtes sur les ovnis, à essayer de fabriquer du matériel pour capter les ovnis, donc ce qu'on appelle l'ufologie instrumentée. Ouais, donc d'ailleurs c'est un capteur d'ovnis qui essaie de faire fonctionner en bas. Vous voyez, du matériel miniaturisé comme on dit, si j'ose dire. Excusez-moi, je fais souvent du second degré, alors essayez de vous mettre en phase avec moi. Donc en fait, son équipe fait beaucoup de terrain et fait beaucoup de veillées déjà. On est donc au début, à la fin des années 40, début des années 50, et en fait ils font plusieurs observations. Et en septembre 54, Jacques Bacquard lui-même obtient la photo que vous avez en bas, d'un disque sombre avec une traînée au-dessus des montagnes à proximité de Grenoble. Donc Bacquard se sent un petit peu seul, mais quand il a connaissance de la création d'Uranos, il contacte Marc Thirouin et il devient la première antenne locale de l'association. Voilà, sous le nom de CE, donc antenne sud-est, zone 2. Alors ça, j'ai toujours pas pu décrypter ce qu'était la zone 2. C'est peut-être un indicatif. Oui, sûrement, oui, mais je voudrais savoir ce qu'est la 1 et la 3. Voilà. Voilà, donc vous le dites, les documents ne sont pas de bonne qualité. Voilà, vous avez donc Marc Thirouin en haut à droite dans son cabinet d'avocat, parce que c'était son métier. Voilà, et à gauche, avec Jimmy Guilleux, donc la photo est générale, vous allez la voir plus loin. Donc c'est un agrandissement d'une photo où on voit une vingtaine de personnes. Donc en 51, donc Marc Thirouin, qui était membre d'une société savante, qui était l'association pour l'avancement des sciences, si je ne m'abuse, et d'une revue ésotérique qui s'appelait Atlantis, dont il était membre depuis les années 30. Donc il crée, donc il s'est intéressé aux ovnis des 47, donc ça a un petit peu mûri dans sa tête, et en 51, donc il crée Uranos, qui s'appelle au départ la commission d'enquête, et qui en fait deviendra la commission internationale d'enquête à partir de 1953 ou 54. Donc, et j'ai fait une grosse erreur que je n'ai pas corrigée, j'ai mis Bondy en Seine-et-Oise, c'était pas vrai, c'était dans la Seine à l'époque. Donc le mythe d'Uranos, première association, il perdure encore. Il y a un article de 2012 de quelqu'un qu'on connaît bien, Jean-Pierre Troadec, qui est aussi membre du Sceau. Et voilà, il dit il y a 40 ans disparaissait le fondateur du premier groupe de recherche sur les ovnis. Non, c'est faux. Voilà. Et ça l'article est toujours en ligne, hein, donc voilà. Le mythe perdure. Voilà, donc ça c'est le 24 juin, alors c'est une date anniversaire bien sûr, 24 juin 52, le premier numéro de la revue Uranos. Alors c'est un format de poche, quand je vous dis que c'est un format de poche, c'est grand comme un paquet de cigarettes. C'est tout petit. Voilà, c'est pour ça qu'on peut le promener partout. Il y a quand même 25 pages hein, malgré tout. Et après, voilà, ça c'est les différentes versions de la couverture de la revue. Donc à gauche, 52, bon, 54, et après, donc jusqu'en 69, c'est la couverture mythique, je veux dire. Hein, c'est celle que tout le monde a reproduit, même les Anglais l'ont reproduit, ils ont repris ce dessin quasiment à l'identique pour la couverture de Flying Saucer Review. Voilà, c'est la photo dont je vous parlais, voilà, c'est une réunion Uranos en 57 à l'école Pascal à Paris. Voilà, donc vous voyez, il y a donc Guilleux est presque au milieu de la photo avec Thirouin à côté de lui. Alors là, il y a plein de gens, je ne vais pas tous vous les citer parce que il y a donc Yvonne de Saint-Aubin dont on a vu la photo. Elle s'est tirée de cette photo là aussi. Oui. Donc elle est quasiment à droite, au premier rang. Donc comme quoi, malgré tout, hein, pour revenir sur la photo, les réunions sur les ovnis, ça marchait bien quand même. Hein. Il y avait quand même du monde. Et il y avait des femmes. Il y avait beaucoup. Alors voilà. Donc en 55, il y a un monsieur, que vous avez la photo qui est déjà un peu meilleure, donc c'est Alfred Naon, qui crée. Alors lui, il est franco-suisse. Enfin, il est suisse carrément au départ, mais après il est franco-suisse. Et donc il crée. Donc en fait, surtout, c'est un activiste.
Donc en fait, il est partout. Dans la presse de 54, la presse suisse, même française d'ailleurs, on trouve le nom d'Alfred Nahon partout. Donc il a fait des émissions de radio, il a fait des tournées de conférences. Il a essayé de sensibiliser l'opinion publique au phénomène des soucoupes volantes. Donc il crée en 54 en fait une association qui s'appelle l'AMI, l'Association mondialiste interplanétaire. Ouais, vous allez voir des interplanétaires, vous allez en voir partout dans les années 50. Et la LAA, alors là, vous allez me dire, la Ligue anti-atomique. Qu'est-ce que ça vient faire là? Ça vient faire que les ufologues, ils ne savent pas où se placer en fait. Enfin, on n'appelle pas les ufologues à l'époque. Donc les gens qui s'intéressent aux soucoupes volantes, ils ne savent pas où placer la soucoupe volante en fait. Mais qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que c'est dans le scientifique, dans le politique, non, on ne sait pas, donc on tâtonne. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est quand même que ces gens-là ont une sensibilité autour de l'atome, parce que donc, Hiroshima, ça a quand même un peu traumatisé les gens, Nagasaki aussi d'ailleurs. Et puis, c'est le début de l'agriculture intensive, débridée, comme je l'écris là. Hein. Et ça crée des pré-écologistes. Parce que dans Lumière dans la nuit, qui sera créé ensuite en 58, au début, on ne parle pas de soucoupe volante. Hein. On parle de végétarisme. On parle de... est-ce que les vaccins sont dangereux? on est en 58, hein. Voilà. Donc c'est le fait de créer une ligue anti-atomique, parce que c'était pas simplement la ligue anti-atomique contre l'atome militaire, mais contre l'atome civil, savoir si ça ne deviendrait pas dangereux, même si c'est pour faire de l'électricité. On est donc là en 55. La question se pose depuis beaucoup plus longtemps qu'on vous le laisse croire. Donc le courrier interplanétaire, c'est la première association. C'est plus lié à la revue elle-même, le courrier interplanétaire, qu'à l'association. Mais en fait, ils comprennent très vite qu'il faut diffuser l'info et surtout mailler le terrain. Parce que jusqu'à présent, c'était des gens qui étaient ponctuellement ici, là, à droite, à gauche, qui ne se connaissaient pas entre eux, etc. Donc il y a plein de choses qui ont été perdues comme ça. Hein. Il y a des travaux qui ont été faits dans les années 50, dont même, je vous dis, il y a des travaux, je ne les connais pas parce que personne ne les connaît, parce qu'ils ont disparu avec les gens. Parce qu'il n'y avait pas de maillage, ils ne se connaissaient pas entre eux. Alors donc, à partir de 56, donc un an après la création du courrier interplanétaire, les lecteurs, entre autres, proposent de créer des cercles régionaux, donc les cercles des amis du courrier interplanétaire. Donc le plus important, c'est le cercle parisien, qui sera donc dirigé par Henri Chaloupec, dont on a parlé tout à l'heure, et un autre se crée à Grenoble, donc avec une dame en animatrice, hein, donc Yvonne Montana. En Gironde, c'est un ufologue qui est connu des ufologues, Louis Lacoste, parce qu'il a été actif jusqu'à sa mort, comme dirait l'autre. Lui, il avait créé le club girondin interplanétaire. Vous voyez, il y a de l'interplanétaire partout. Hein. À Gérardmer, c'est monsieur Jean Didier qui monte le CIG, le club interplanétaire, Géromois. Et à Marseille, alors là on rigole, le club des jeunes pionniers de l'association mondialiste interplanétaire, qui tente une percée chez les scouts. Voilà. Et alors je ne sais pas si je vois que je demande aux Québécois qui sont avec nous, si je ne me suis pas trompé sur le nom de la ville. Donc il y a monsieur LC, alors LC c'est Laurent Potvin, lui fonde un cercle des amis du courrier interplanétaire au Québec. Il sera très très actif d'ailleurs, mais ce qui est très bizarre, c'est que quand j'en parle avec les Québécois, ils n'en ont jamais entendu parler, alors que moi j'ai des coupures de presse où il est en photo dessus. Voilà. Comme quoi, hein, parce que il y a des ufologues québécois qui font partir l'ufologie au milieu des années 60 au Québec, alors qu'en fait, là on est en 55. Voilà, donc ça va très très vite, ça monte en charge assez vite, parce que ce week-end-là, 15, 16, 17 septembre 56, c'est le congrès mondialiste interplanétaire, je dirais le premier congrès d'importance en France sur les soucoupes volantes.
Alors, c'est donc une grande salle qui a été louée, 500 places, organisée par le CACI, l'ancêtre, il n'est pas encore créé, parce que le CACI de Paris il sera créé en 56, mais un mois après, au mois d'octobre. Donc les bénévoles du Courrier Interplanétaire qui sont dans le secteur, dont aide Henri Chaloupet qui a monté la chose, sauf que ça prise la catastrophe, donc une salle de 500 places, il y a 12 personnes le premier jour. Donc là c'est 50 le second et 100 le troisième. Donc 100 ça peut commencer à être sérieux. Mais surtout, ils ont fait venir donc Laurent Potvin du Québec et le vicomte Léo de Macheville. Je n'ai pas donné son pseudo parce que c'est un pseudo à coucher dehors avec un billet de logement, qui vient de Rio de Janeiro. Donc il veut se faire rembourser de ses frais. Donc ce qu'il fait, il lance un appel au peuple et les gens, comme on dit vulgairement, crachent au bassinet. Et en fait, ça permet de renflouer le Courrier Interplanétaire qui, au bout d'un an, était en train de se casser la figure. Il n'avait pas assez d'abonnés. Et puis de défrayer les invités et de payer la salle. C'est quand même pas mal. Voilà. Alors bon, pour vous dire ce qui s'est dit là-dedans, il n'y a pas de trace, aucune trace, aucun document qui détaille ce qui s'est dit dans cette réunion. D'ailleurs, il y a plusieurs réunions, il n'y a pas ni de main courante, ni de bilan, quoi que ce soit. Et encore, je vous dis, là ce que j'ai fait là, c'est, je dirais, la pointe émergée de l'iceberg de tout ce qui s'est fait dans les années 50, justement parce que la plupart des choses se sont perdues. D'où l'existence du sceau. Donc voilà, j'ai remercié les dames parce qu'elles ont beaucoup bossé. Donc, dans les cercles, la gente féminine était bien présente et très active. Un peu comme j'ai cru comprendre au MUFON, où les enquêtrices sont aussi très actives et très efficaces. Alors, par contre, on les cantonne un peu dans les tâches ingrates parce que les messieurs ne savent pas faire, mais les dames, elles savent taper la machine. Voilà. Et oui, oui. Voilà, donc elles font de la dactylo et de la duplication au carbone. Pour ceux qui ont fait de la dactylo, vous savez ce que c'est? Hein, je vois des gens qui font oui, c'est bien, je vais en parler à la fin. Il y a surtout 3 personnes. Donc, Suzanne Berthaud-Saunier, qui travaille pour le Courrier Interplanétaire et ensuite pour le GEPA, Geneviève Godelot pour LDLN et Yvonne de Saint-Aubin pour Oranos. Donc, ensuite, il y a toutes les autres dames, Pierrette Keller, donc, qui est une conteuse, un peu comme Isabelle de Caligny, un peu. Moi, je l'ai connue personnellement. Je veux dire, elle avait de la tchatch, hein. On peut le dire. Puis après, il y a plein de personnes, Cécile Sada, Franck Perrault, alors des dames dont on n'a même pas retenu le prénom, malheureusement, Mme Rezati, Mme Lou Henry, Thérèse Bénard, Louise Dumont-Primard, Mademoiselle Laure, vous voyez, comme quoi, des fois, hein, on perd des infos, rien que là. Et Colette Lefebvre, qui est donc une grande... Elle a je sais pas ce que sont devenus les coupures de presse qu'elle a collectées, mais elle, en fait, elle lisait toute la presse parisienne, c'est-à-dire Le Figaro, Parisien, et tous les autres journaux de l'époque. Et dès qu'elle trouvait un article, là, qu'elle le découpait avec sa paire de ciseaux, c'était bon. Alors voilà, j'ai mis un petit astérisque là-haut, donc duplication au carbone, c'est-à-dire ni photocopieuse, ni scanner, ni imprimante à l'époque. Pour faire circuler l'information, faute de moyens, c'était le papier pelure et le papier carbone en 6 ou 7 épaisseurs dans le tambour de la machine à écrire. Donc ainsi, ont-elles dupliqué des centaines de courriers, de traductions, de tapuscrits. J'ai fait une faute d'orthographe, très bien, bravo. J'oubliera quelque part. Voilà. Donc c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on n'avait aucun moyen de diffuser l'information. Vous n'avez pas de smartphone, vous n'avez rien du tout. Donc voilà, on peut trouver des documents, on en a plein. Nous, au SO, on a sauvegardé ce qu'on appelle les fiches Godelot. On en a 7000 à peu près. Il y en a 2 ici qui s'en souviennent, parce que c'est eux qui ont fait le... Hein, oui, hein, Anne. Il y en a encore à faire, oui. Mais bon, vous avez bien bossé là-dessus. Mais en fait, c'est des fiches format A5 à peu près, papier pelure, donc vous voyez, c'est un papier hyper fin, presque transparent. Parce qu'en fait, pour que ça puisse loger dans le tambour de la machine à écrire, il fallait que ce soit très fin pour en mettre beaucoup, pour pouvoir dupliquer un maximum de documents en même temps.
Parce que nous, on appuie sur un bouton, on fait 50 photocopies, c'est bon, hop, ça roule. Mais là, il y avait un original, il fallait retranscrire, et c'était comme ça qu'on s'y prenait. Donc l'ufologie, c'était un petit peu rébarbatif peut-être à cette époque-là quand même. Surtout pour les dames. Enfin, comme je dis, il faut les remercier parce que sans ce travail, il y a eu beaucoup de choses qui ont été perdues, mais il y aurait eu encore plus de choses perdues. Voilà à quoi ressemble une fiche Godot, grosso modo. C'est pas tout à fait... le nom de la personne a été caviardé, excusez-nous. Voilà, donc... là, c'est un cas qui s'est produit, si je ne m'abuse, à Fès, oui, c'est ça, en 55. Voilà, en fait, c'est ça, il y a une observation qui a été faite, et on retranscrit sur un document comme ça, et ça permet de diffuser autour de nous, quoi. J'en avais une deuxième, mais je n'ai pas retrouvé le document, je suis désolé, on passe. Donc, à l'origine, quand même, bien sûr, très vite, on a des livres. Hein. Le premier en France, c'est Scully, hein, donc c'est en 51, c'est une traduction d'un bouquin américain. Là, Théo est aussi, alors avec une belle faute d'orthographe, il y a un accent sur le E final, ce qui n'est pas... Mets tes lunettes, Maxence, hein, parce que là, je vois que tu plisses les yeux, tu ne vas pas voir grand-chose. Hein, c'est vrai, non? Oui, ça va. Pour du russe, c'est bien écrit. C'est ça, oui. Voilà, donc à droite, vous avez deux auteurs français, vous avez Aimé Michel et Jimmy Guilleux, donc comme il a édité chez Fleuve Noir, il a eu l'occasion de travailler avec un illustrateur absolument génial qui s'appelait Brantôme. Donc c'est lui qui a fait les couvertures des 2 bouquins de Guilleux. Actuellement, pour ceux que ça intéresse, il y a une association qui s'occupe justement des illustrations de Brantôme, qui est en train de faire un album de toutes les illustrations de Brantôme qui devrait sortir en 2026. C'est cool. Donc je suis en contact avec eux parce que on avait au Sceau un document qui s'appelle Toute la vérité, qui date de 54, qui a été entièrement illustré par Brantôme à l'époque. Donc il voulait une copie parfaite, et effectivement on avait un exemplaire absolument sorti de presse, hein, qui était un truc de 54 qui paraît complètement neuf. Voilà, bon, ça aussi. Alors, ça, bon, comme quoi les auteurs français étaient reconnus, et donc Aimé Michel, comme Jimmy Guilleux et comme Paul Thomas, ont été traduits en anglais. Alors, pour Paul Thomas, c'est un pseudo, hein, son vrai nom c'est Paul Misraki, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Hein. Tout va très bien, Madame la Marquise, ça vous dit quelque chose? Ben, c'est lui qui l'a écrit. Donc il faisait partie de l'orchestre de, je ne sais plus qui, comment il s'appelait. Donc c'était un... Ray Ventura, voilà, merci. 10 minutes, ok. On va accélérer parce qu'il y a 350 diapos derrière. J'exagère, comme d'habitude. Alors là, normalement, voilà. Alors il y a des gens aussi qui sortaient des documents à titre personnel. Là c'est Eugène Farnier, donc, qui était un avionneur, un fabricant d'avions. Dessinait des avions, donc dans les années 20-30, et donc en 54, dans la vallée du Grand Morin, donc c'est en Seine-et-Marne, il a observé ce qui est dessiné sur la gauche. Voilà, donc il en a fait un petit livret d'une dizaine de pages pour expliquer ce qu'il a vu, et puis essayer de mettre ça en relation avec la technologie du moment, entre autres les statoréacteurs, etc. Donc lumière dans la nuit. Ça vous dit quelque chose? Oui, il y en a qui le connaissent ici, oui. C'est bien. Donc en fait, Raymond Vélite, qui est un transfuge du courrier interplanétaire, c'est pour ça que je vous dis, tout le monde se connaît et tout le monde va d'une association à l'autre. Donc lui, il crée son association, donc non, une bêtise. Il crée une revue. Ce n'est absolument pas une association, LDLN au départ, c'est une revue uniquement. Donc Lumière dans la nuit. Donc en fait... à l'origine, comme je le disais, c'est pas du tout consacré aux soucoupes volantes, mais à plein de thèmes d'actualité, entre autres le végétarisme, parce que Raymond Vélite était catholique et en fait il cherchait à retrouver une sorte de religion, celle vraiment de base, donc avec une sorte de pureté, voilà.
Et en fait, il faut savoir aussi que Raymond Vellit il était au Chambon-sur-Lignon, et le Chambon-sur-Lignon c'est une ville des Justes, et lui aussi était juste. Donc les Justes, c'est ceux qui ont caché des Juifs pendant la guerre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que des guerres, on en a plein en ce moment. Et donc, Vellit avait très peu de moyens, donc sa rue a été d'abord la première à être néotypée avec une Gestetner, c'est-à-dire c'est un truc, vous tournez une manivelle, et puis d'un côté vous avez ce que vous avez tapé, et de l'autre côté vous mettez des feuilles, puis à chaque feuille il faut mettre une feuille par feuille. À l'époque c'était vraiment. Après il y en a eu où il y avait un chargeur, mais là en 58 ils mettaient une feuille par feuille. Hein. Là on était dans ce que les résistants faisaient quand ils faisaient des tracts, c'était exactement ça. Peut-être même qu'il l'avait récupéré de cette époque-là, qui sait. Voilà, donc au fur et à mesure, quand même, l'intérêt de Lumière dans la nuit monte, donc en fait, il peut améliorer la présentation. Donc ça devient un journal, et puis ensuite, en 67, ça devient un document, enfin une revue, comme on dit, illustrée sur papier glacé. Voilà, à gauche, vous avez un des premiers numéros, c'est le numéro 13, mars 59. Donc là, c'est vraiment, c'est un format A4, enfin, c'était pas A4 à l'époque, mais c'était presque ça. Voilà, c'était un format classique. Et à gauche, c'est le format journal. Ils ont la même taille sur la diapo, mais en fait, bien sûr, le format journal est beaucoup plus grand. Et voilà, donc après, ça devient ça. Mais je me suis arrêté parce qu'après, il y a ça aussi, c'est la suite. Mais là, on est déjà dans les années 70-80. Voilà, ça, on dirait que c'est on peut dire que c'est la couverture emblématique de LDLN pendant de nombreuses années. Et quand on parle de LDLN, on parle souvent de ça. Les gens, ils nous ressortent ça. Et malheureusement, je suis désolé, ils ne parlent pas de... C'est pas dans l'histoire encore. C'est désolé. D'ailleurs, ils croient que ça n'existe plus, d'ailleurs, en plus. Voilà. Alors... il y a des petites assos qui se créent comme ça, ici et là. Hein. Donc là, il y a le CSIM, donc le cercle sous-coupique interplanétaire, oui, oui, bien sûr, et mondialiste. Comme ça, on a tout à la fois. Et malgré tout, c'est une petite fanzine, pareil, sur papier. Oui. Il y en a qui me disent 5, l'autre qui me dit 10. Les gars, il faut savoir. 5 ou 10 5, voilà. Vous vous arrangez quand même, vous êtes d'accord? Ok, ça va, on continue. Et voilà, donc c'était une petite revue je dirais, qui paye pas de mine, mais qui avait un très beau bandeau, hein, vous voyez, c'est sympa. Et donc son fondateur, enfin, j'ai une photo de Simon Bertrand, si vous en avez une, je suis preneur, hein, parce que personne n'a jamais vu ce garçon. Mais François Coutaine a été bien connu, malheureusement il est décédé en 1998. Il a été très actif en ufologie pendant toute sa vie. Hein. Et on va finir là-dessus. 1963, donc le GEPA, ce sont tous les transfuges de toutes les associations, comme je le disais. Donc il y a Henri Chaloupec, il y a René et Francine Fouéré, il y a François Coutaine, il y a Jean-Louis Baïcro, Pierre Colère, l'astrophysicien que vous avez peut-être entendu parler. Voilà, et tous ces gens-là, sous la direction du général d'armée aérienne Lionel Max Chassin, il décède en 70, il crée le GEPA, donc le groupement d'études des phénomènes aériens. Voilà, le siège sera 69 rue de la Tombissoire à Paris, dans le 14e arrondissement. Je suis allé dans l'appartement à l'époque, il y avait 2 appartements. Il y avait un appartement où ils vivaient, le couple Fouéré, parce que c'était eux les secrétaires, les trésoriers. Et le deuxième appartement, c'était juste le local du GEPA. C'était monstrueux. Il y avait des étagères au milieu des pièces. C'était une vraie bibliothèque. Vous passiez d'une allée à l'autre. C'était dingue. Donc, et c'est là que j'ai fait mes classes, hein, mes armes. J'aurais pu dire mes classes parce que armes, j'aime pas trop. Mes classes, il faut dire que ça, je l'ai fini à 5h du matin tout à l'heure. Excusez-moi. Donc, j'ai fait mes classes en 71. Je suis devenu membre du GEPA. Donc, 71, j'avais 16 ans. Vous faites le calcul, hein, quel âge j'ai aujourd'hui.
Voilà. Et donc il y avait des réunions mensuelles au musée social où on rencontrait des tas de monde, tout ce qui était important dans le monde ufologique de l'époque. Hein, c'est là que je me suis fait dédicacer les BD de l'OBJJ, des choses comme ça. On a rencontré Alfred Daon, enfin des gens, des étrangers, des Américains, des Italiens, des Espagnols, enfin bon, des Belges. C'était dingue, quoi. Voilà, donc phénomènes spatiaux, ça commence à... Il y a encore plus avant, il y a eu 4 ou 5 numéros sur Rodeo aussi. Et après, c'est devenu ce que vous voyez à gauche. Et ensuite, la couverture emblématique du phénomène spatiaux, c'est ce que vous voyez à droite. Elle a été longtemps en grise, et puis à un moment donné, ils se sont passés à la couleur, c'est-à-dire que chaque numéro avait une couleur différente. Voilà, et une des croisettes du GEPA, c'était ça, c'était faire valider cette série de photos, donc qui a été prise au-dessus de l'île de Trinidad, donc dans la... J'ai vu passer un ovni là. Et donc, Trinidad, c'est dans les Antilles. Non, dans l'Atlantique. C'est l'Atlantique ? Il y a deux Trinidad. Ah oui, c'est vrai. T'as raison, oui. Oui, c'est vrai. Désolé. Heureusement qu'il y a des gens qui me reprennent. Hein. Donc le Clou Fouéré, donc cheville ouvrière du GEPA, comme je disais, ils ont toujours milité pour faire reconnaître ces photos comme authentiques. Sauf que malheureusement, depuis les années 2000, le photographe était un spécialiste des effets spéciaux. Donc les photos sont désormais entachées de suspicion, controversées, considérées comme douteuses, fruit d'une mystification ou d'une méprise. Voilà. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà donc René et Francine, ou Francine et René comme vous voulez. Je préfère mettre Francine en avant. Voilà, vous avez une petite idée de ce qu'il y a derrière. Alors il était aussi spécialiste d'autres choses, c'était assez particulier, c'est de Krishnamurti, donc qui était un philosophe indien, ou hindou comme on veut. Enfin en tout, c'était pas hindou, c'est sûr. Voilà, donc, j'ai nul, je sais. Voilà les deux numéros spéciaux de phénomènes spatiaux, si j'ose dire. Donc ils sont vraiment emblématiques, ils sont très recherchés. Mais bon, dans les années 90, 2008 même carrément, ouais, c'est encore plus récent, mais c'est un fruit de travail de nombreuses années, de nombreux chercheurs. Donc toute la collection des revues du GEPA, il y a eu plus de 50 numéros, a été entièrement numérisée. Et les deux derniers volumes qui sont au fond du coffret, ce sont des articles originaux faits par tous les gens qui ont contribué à faire cette présentation. Merci, voilà, merci Gilles, on va s'arrêter là. Merci, juste derrière. Voilà, donc le SO a plein de, comment dirais-je, de bases de données. On a une base de données donc sur les associations. À l'heure actuelle, pour la France uniquement, on a donc recueilli 1200 associations qui ont été créées depuis 1949. Alors vous voyez quand même qu'il y a 3 choses qui se dégagent. Hein. Vous avez 4 choses. L'Île-de-France, 210. Donc Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, 157. PACA, 177. Et d'autre côté, Nouvelle-Aquitaine, c'est ça, 109. Voilà, donc c'est les gros pôles où les associations se sont développées en France. Voilà. Merci Gilles, merci beaucoup. On est en train de gérer les micros un petit peu, voilà, hop, allô, super. Merci Gilles pour ces premiers chapitres de l'histoire fabuleuse de l'ufologie en France. Je pense qu'on aura d'autres chapitres et d'autres décennies. Au 3e Festovni. Voilà, pour les années prochaines. Donc, tu es déjà en train de chauffer ta place pour l'an prochain, donc c'est bien, pour la prochaine édition. Et on essaiera de ne pas avoir de problème d'informatique. Tout ira bien. Et ça s'est bien passé ce matin, tout marche. Donc c'était très très sympa. On va avoir une petite dizaine de minutes de questions. Donc si vous avez des questions dans la salle, c'est le moment de lever la main. Sinon après, on aura la pause.
Et après la pause, Umberto Molinaro va vous parler des crop circles. Et on aura sans doute des compléments d'informations de la part de Gilles Durand sur l'histoire des crops, puisqu'il a vadrouillé en Grande-Bretagne dans les années, fin des années 80 et début des années 90 sur les crops. Donc le micro arrive pour la personne au fond qui a levé la main pour une question. Je le connais, c'est dingue. Bonjour Frédéric. Bonjour Gilles. Est-ce que vous pouvez vous lever, même si juste pour qu'on vous repère? C'est juste une petite remarque. GEPA, c'est groupe d'études de phénomènes aériens et pas des phénomènes aériens. Oui, merci. Oui, c'est vrai, t'as raison. Soyons précis. Voilà, Okay. non, Merci pour cette précision. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle par rapport à ces fabuleuses années 50-60? Jean-Louis, il y a des mains levées. Très bien. Oui, bonjour à tout le monde. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Merci. Je voulais savoir, au début de votre exposé, j'avais cru comprendre que les premières associations françaises s'étaient créées par rapport à Roswell en 47. Non, pas vraiment. Non, en fait, c'est la presse qui a relié Roswell. Mais après, Roswell, quand il y a eu le démenti de Roswell, Roswell s'est éteint tout seul, comme partout. Pour être réactivé dans les années 80 à peu près. Non, c'est vraiment la curiosité qui a incité les gens. Baccar, il était technicien, il avait un magasin de radio. Il s'est dit, qu'est-ce que c'est? Donc, est-ce que, avec le matériel que j'ai, avec mes connaissances, est-ce que je peux essayer de capter ces phénomènes aériens? Donc il a commencé, il s'est entouré d'ingénieurs, d'autres techniciens, d'autres disciplines, pour avoir à peu près un éventail de tout ce qui pouvait être utile. Et il a commencé comme ça. Et il a continué quand il a fusionné, grosso modo, il a fusionné avec Uranos. Il a continué à être le spécialiste justement de l'ufologie instrumentée. Donc ce que vous voyez, l'appareil que vous voyez sur la photo, c'est lui qui l'a conçu entièrement. Donc pour essayer de capter le passage des soucoupes volantes à l'époque. Merci Gilles. N'oublie pas de faire des réponses un peu resserrées, ce qui permet d'avoir plus de questions. Ça, je ne sais pas. Si, tu vas y arriver. Non. Très bien, donc allez-y. Vous avez parlé que vous cherchez des bénévoles. Comment ça se passe pour être bénévole? Ça se passe bien, pourquoi? Par exemple, si on veut scanner chez soi, c'est possible? Oui, c'est très encadré. Voilà. Donc comment ça se faut en passe? discuter, déjà, faut voir, on vous reçoit, on vous voit chez vous, puis on voit comment ça se passe, comment on peut travailler avec vous. Par exemple, aujourd'hui, les bénévoles qui participent à l'activité du saut, ça prend quelle forme? Il y a des personnes qui stockent des trucs, il y a des personnes qui passent en revue des archives, enfin il y a plusieurs visages, quoi. Voilà, exactement. Nous, au saut, donc quand on reçoit des fonds d'archives, on regarde si c'est trié, parce qu'il y a des ufologues ou des associations qui ont déjà pré-trié les archives, donc c'est un travail en moins, mais 90% c'est pas trié. Des fois ça a été pris à l'arrache, récupéré à l'arrache, on est obligé de tout retrier, ensuite on inventorie. Ensuite, ce qui paraît essentiel comme les enquêtes, maintenant on numérise tout, parce que quand on a commencé dans les années 90, il y avait 0 scanner, ça n'existait pas, ou quasiment pas. Donc évidemment, on a plein de choses qui sont parties aux archives nationales, parce qu'en fait notre but, en définitive, c'est que tout ça soit déposé soit aux archives nationales, soit aux archives départementales. Donc on a des milliers, des dizaines de milliers de documents qui sont aux archives nationales ou départementales qui n'ont jamais été scannés, parce qu'à l'époque, le scanner n'existait pas. Tout ce qu'on a déposé dans les années 90. Alors maintenant, effectivement, on a acheté du matériel professionnel, on a des grosses bécanes qui tournent et qui font de la numérisation. On a des scanners de table, comme vous dites, comme chez vous, vous avez un scanner de table, qu'on dit, qu'on ouvre, voilà. Bah oui, tout est utile, mais il faut savoir ce qu'on peut vous donner, où vous habitez, si c'est facile de vous envoyer de la documentation, parce que par la poste, ça peut se perdre, malheureusement, voilà. Oui, voilà, faut en discuter, on ne peut pas vous dire oui, non, comme ça, il faut en discuter. Par rapport à l'interview qu'on a faite ensemble et qui est repris dans le Printemps des OVNIs, où tu me présentes l'histoire du saut, les défis auxquels le saut va être confronté, et ainsi de suite, une des choses que tu soulignes, c'est le fait que la documentation, ça prend de la place. On l'a vu avec l'anecdote pour le couple Fouéré, c'est 2 apparts, quoi. Un pour vivre, un pour faire des piles. Et c'est la même chose aujourd'hui, le saut, en tout cas pour le centre qui est parisien, c'est un appart, avec des piles de documents, des piles de cartons, etc., etc. Donc certes, on peut numériser, et ça c'est un travail de fourmi, c'est génial pour
pour les étapes suivantes. C'est à la fois pour le stockage et aussi pour le traitement des données, c'est-à-dire que ces documents, on peut faire des recherches dessus, on peut faire du big data dessus, donc ça ouvre toute la nouvelle ufologie des années 2020, quoi, grosso modo, avec l'apport d'intelligence artificielle, avec la puissance des ordinateurs. Mais de toute façon, c'est un travail de fourmi pour scanner, et ça prend de la place et donc de l'emprise au sol. Voilà. Jean-Louis, tu veux dire quelque chose? Oui. Je veux dire oui. Que vous parlez beaucoup. Oui, voilà. Donc juste, ce que je veux dire, c'est que le SO a un serveur, par exemple, il y a une partie de ce qui a été numérisé et sur ce serveur est public. Vous pouvez aller consulter ce qu'il y a sur le serveur. Il y a une partie privée pour les membres du SO. Et attends 2 secondes, Je suis désolé. donc on a non seulement un local dans lequel on travaille, mais on a aussi des archives chez Jean-Pierre, lève la main. Voilà, il y a un énorme fond, j'ai 820 cartons d'archives, celle de Jean-Pierre Troadec. On a un fond qui est déposé actuellement en prêterie à côté de Troyes, et autrement, on a 3 caves pleines d'archives. Bon, des caves hors d'eau, sèches et tout, vous inquiétez pas. Gilles, je te coupe parce qu'on va prendre encore 2 questions et puis on bascule sur la pause. 2 questions, on a encore 2 questions, allez-y, levez la main. Il y a une personne devant. D'accord, et après il y a une personne devant là. Voilà. Bonjour à tous. Du coup, c'est une question très brève, courte. Je suis venue l'année dernière, j'avais vécu quelque chose avec 2 autres personnes, je vous avais raconté l'histoire. L'enquête a été faite. Est-ce que, parmi toutes les enquêtes que vous avez en stock, est-ce que les gens qui ont vécu les choses ont des retours? C'est pas notre travail. Non, mais Nous, on sauvegarde les choses, oui. Mais s'il y a eu des réponses de la part des associations dont on a récupéré les archives, on va avoir la trace, si ça a bien été classé. Mais je ne peux pas vous dire comme ça, de but en blanc, s'il y a eu des retours. On va reformuler, hein. Le SO a une fonction de préserver la mémoire de l'ufologie française. C'est pas une association qui enquête. Lumière dans la nuit va enquêter, oui. Le MUFON va enquêter, et il est possible que le GEPAN enquête aussi. Mais donc, en tout cas, c'est pas la fonction du SO. Le SO va garder en mémoire les archives des associations, les archives des chercheurs et les archives de la presse. Il y a une question devant, une personne là, qui lève la main depuis tout à l'heure pour poser une question. Si. Hein, hop, par là. C'est juste une mini-question rapide. Vas-y, Anne. Je voulais savoir la parenté entre le GEPA et le GEPAN. En fait, le GEPA a toujours milité pour une ufologie scientifique. Donc en fait, quand le GEPAN, après Bourret, quand il a interviewé Robert Gallet, donc le ministre des Armées de l'époque, le GEPA a fait un peu pression pour créer une structure. Et donc c'est pas anodin que ça s'appelle le GEPAN. Hein. C'est ça. Voilà, c'est pas anodin. Oui, le GEPAN, c'est la somme de 4 tendances différentes. Hein. On a eu du feu vert sur tous les étages. Il y a l'interview du ministre Gallet avec Jean-Claude Bourret qui fait passer le signal au plus haut niveau de l'État que tout est OK. On a le premier document, la première note que produit l'IHEDN en 1976, qui vient dire aussi qu'au niveau de l'état-major militaire, au niveau de ceux qui s'occupent de stratégie française, de stratégie nationale, c'est OK aussi, il faut y aller. À l'intérieur du CNES, on a Claude Power, le premier directeur du GEPAN, qui a fait un gros travail de lobbying scientifique avec des exposés et un travail pareil statistique sur la base on fabrique de la data, on fabrique des tableaux à partir de 1972. Et puis on a aussi cette société civile autour qui foisonne, plus de 1000 associations qui existent localement, qui fait que tout ça pousse dans un certain sens et ça donne, et parce que c'est feu vert au plus haut niveau de l'État, eh bien, ça fait, les gens de la défense ont fait passer l'info que oui, on peut y aller, donc la gendarmerie y va, les militaires y vont, même si on va pas tout donner, et ça donne la création du GEPAN. C'est vraiment la somme de ces tendances-là qui font que la France, à la fin des années 70, occupe clairement une position d'avant-garde par rapport à l'ufologie mondiale. Ça, c'est des choses dont il faut avoir conscience et dont aussi, je pense, il faut être fier. Merci à vous pour votre attention. Merci Gilles pour son exposé. Je voulais juste dire un truc. La gendarmerie en France, de toutes les armées de tout le monde entier, a été précurseuse parce qu'elle a commencé à faire des PV sur les cas OVNI dès les années 50. Voilà, avec un protocole qui a été formalisé en 64 de mémoire. Merci à Gilles, merci à vous, ça va être la pause.